Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du cabinet CBA, maître Georges-David Benayoun, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vous parle en matière d'expatriation fiscale de Dubaï. Tout savoir sur Dubaï. Je vous explique pourquoi ce thème, parce que Dubaï est d'abord une destination privilégiée des Français qui s'expatrient, et quel que soit leur âge. On a des destinations où on a plutôt des retraités ou des fois que des jeunes, ou des fois des familles. Dubaï, c'est vraiment une destination où on fait partir aussi bien des retraités, des familles avec des jeunes enfants ou des adolescents, et également des personnes célibataires d'une trentaine d'années qui veulent bouger. Et quels que soient les domaines d'activité, on a aussi bien des chefs d'entreprise que de futurs salariés d'entreprise émiratis. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant, très large, mais aussi très compliqué. J'ai l'habitude de dire que Dubaï est la destination la plus compliquée lorsqu'on est résident fiscal français. Alors, je vais vous expliquer tout ça et vous donner un peu les ficelles concernant les Émirats. Premier élément qu'il faut regarder, il faut toujours se poser cette question lorsqu'on souhaite s'expatrier, c'est la notion de résidence fiscale. La notion de la résidence fiscale, euh, elle va vous permettre de savoir quel pays va pouvoir vous imposer et au regard de quelle catégorie d'impôt. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, vous êtes résident fiscal français, vous ne vous posez pas cette question. Typiquement, lorsqu'on vient me voir, on me dit, bon, bah, si je vais vivre là-bas, je deviens résident fiscal Dubaïote. Je leur dis non, il suffit pas de changer d'adresse. Quelquefois, on me dit, mais je vais passer 6 mois là-bas et un jour, et je serai résident fiscal Dubaïote. Non, ça ne suffit pas. Donc, on a des critères qui sont donnés dans l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et les Émirats, où vous allez avoir typiquement les trois critères qui ressemblent à ce qu'on voit généralement dans une convention type OCDE, c'est-à-dire le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux et le séjour de façon habituelle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Si vous partiez au Maroc, à l'île Maurice, en Italie ou au Portugal, je vous aurais fait l'analyse de l'article 4 de la Convention qui ressemble généralement à celui-ci. Quand vous partez aux Émirats, on va avoir une disposition, une analyse totalement différente, qui est de dire, il faut que je vois, hop, voilà, pardon, l'article 19.2. C'est une clause balai qui explique que pour être fiscalement considéré comme émirati, vous devez ne pas remplir les conditions de la domiciliation fiscale au sens du droit interne français. Et le droit interne français concerne l'application de l'article 4B du Code général des impôts. Et donc, il va falloir cumulativement ne pas remplir les trois conditions qui sont dessous. Donc, il ne faut pas avoir un foyer ou un lieu de séjour principal en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la libre disposition d'un bien dont vous seriez propriétaire, locataire, ou qu'on mettra gratuitement à votre disposition. Donc, généralement, on explique à nos clients qui partent aux Émirats arabes unis qu'il ne faut pas conserver de foyer d'habitation en France. Le deuxième élément que l'on voit concerne l'activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. C'est là où c'est plus compliqué parce que ce qu'on va être amené à faire, c'est le centre des intérêts économiques, il s'analyse par rapport à deux éléments. Des mandats sociaux, donc on va souvent réduire la faculté du mandataire social de diriger une entreprise, et surtout sur la source de ses revenus. Il ne faut pas que vos revenus de source française soient supérieurs à vos revenus de source autre. Quand je dis autre, c'est éventuellement Émirati, mais aussi d'autres pays du monde. Donc nous, sur nos clients qui sont aux Émirats, tous les ans, on fait cette analyse.
Et vous allez voir que si vous ne faites pas cette analyse, vous risquez d'avoir quelques surprises. Alors pourquoi on a cet article 19.2? Tout simplement parce que les Émirats, c'est un paradis fiscal. Et donc la France a voulu se protéger de manière particulière pour dire oui, quelqu'un est libre de partir, mais il a besoin de couper les liens de manière importante avec la France et pas uniquement dans le cadre conventionnel. Parce que si vous étiez dans le cadre conventionnel pur de l'article 4 qu'on voit ici, on aurait quoi comme analyse? Et c'est l'analyse qu'on fait si vous partez encore une fois au Maroc, en Italie, à l'île Maurice ou aux États-Unis. On va regarder si vous conservez un foyer d'habitation permanent en France. Si vous n'en conservez pas un et que vous en avez un dans le pays de destination, on va pas voir les autres critères. Ce qui me permet souvent d'expliquer aux chefs d'entreprise qui veulent bouger et qui me disent mais c'est impossible de bouger. Je leur dis non, non, c'est tout à fait possible parce que il faut tout simplement que vous n'ayez plus de foyer d'habitation permanent en France. Alors que quand vous allez aux Émirats arabes unis, ben, on a trois conditions cumulatives qui doivent être respectées. La troisième, c'est la durée du séjour, mais ça pose rarement de problème aux Émirats parce que on fait pas l'aller-retour entre la France et les Émirats comme on le fait entre la France et l'Italie ou la France et la Belgique. Donc ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de l'analyse. Et selon la typologie du client, que vous soyez retraité, investisseur, alors ce qu'on appelle nous investisseur, c'est quelqu'un qui a souvent une holding en France ou des capitaux importants à placer, donc qu'on va être amené à déplacer ou à sortir, ou chef d'entreprise, on doit et on rentre dans une analyse particulière. Je vous rappelle qu'en France, jusqu'à aujourd'hui, on a des tranches d'imposition qui ont jusqu'à 45%, et puis on a une contribution sur le revenu différentiel, une contribution sur les exceptionnels sur les hauts revenus, ce qui permet d'augmenter un peu plus. À l'inverse, aux Émirats, et je vous parlais tout à l'heure de paradis fiscal, on n'a pas d'impôt sur le revenu. On a un impôt société de 9% qu'on peut éviter quelquefois et sur lequel en plus on a des abattements, notamment la déductibilité de certaines rémunérations. Donc le 9% avant de l'appliquer, c'est un peu plus compliqué. Une absence d'imposition sur le patrimoine, sur les successions, une TVA à 5% et une imposition sur les dividendes de source française à zéro. Ça, c'est extrêmement important parce que vous êtes chef d'entreprise ou vous avez une holding en France et vous allez aux Émirats arabes unis. Lorsque vous allez distribuer cet argent, vous n'aurez aucune retenue en France, alors que normalement le taux classiquement appliqué par la France est de 15%, et vous aurez aucune imposition aux Émirats arabes unis. C'est-à-dire qu'une fois que vous payez votre aide, vous n'avez plus d'imposition. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez la contrainte de regarder, d'avoir un équilibre entre ce que vous sortez de France et ce que vous allez gagner ailleurs. Et c'est contrôlé. Donc, on va maintenant se poser un certain nombre de questions pour bien comprendre comment on prépare un départ de France vers les Émirats et quelles sont les incidences. Deux éléments importants, la France et les Émirats n'ont pas signé de convention fiscale en matière de recouvrement d'impôts, et donc vous allez avoir deux conséquences. À partir du moment où vous devenez émirati, vous perdez l'abattement résidence principale. Ça veut dire que si vous n'avez pas vendu votre résidence principale avant de partir, si vous la vendez après, vous avez de la plus-value, vous serez imposé normalement comme une résidence secondaire et pas comme une ancienne résidence principale. Le deuxième élément, on va en parler, c'est que dans le cadre de l'exit tax, vous devrez déposer un dossier au moins 3 mois avant de partir. Donc, les Émirats font partie de ce qu'on appelle la troisième catégorie en matière de destination de départ de France. On distingue, nous, les pays européens, les pays non européens.
mais avec lesquels la France a signé une convention en matière de recouvrement d'impôts. Et donc, on va avoir des régimes très comparables aux pays européens. Alors, ces pays, c'est notamment l'île Maurice, euh, le Maroc, quelques pays africains, les États-Unis d'Amérique. Voilà. Les autres pays sont dans la troisième catégorie et là, il faut faire beaucoup plus attention. Donc, concernant la résidence principale, si vous ne l'avez pas vendue avant et que vous la vendez après, vous avez la possibilité, ou même vous serez normalement imposé sur la plus-value qui se calcule pour le coup de la même manière qu'on soit résident ou non résident. Si vous conservez des biens immobiliers en France, au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, ce sera totalement identique. Au niveau de la taxe d'habitation, vous allez perdre votre abattement et donc vous aurez une taxe d'habitation, souvent en plus avec une augmentation de 60% si vous êtes dans une grande métropole. Donc attention à l'immobilier que vous allez conserver, il y a un certain nombre d'incidences. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est là où nous, on a nos dossiers les plus délicats, mais pour autant, on arrive quasiment à faire partir tout le monde dans des conditions normales. On va regarder quelle est la taille de votre entreprise. Alors pour vous donner un exemple, je crois que à Dubaï, notre client qui a le plus de salariés, il doit en avoir près de 4000. Et on a des clients qui ont des fois aucun salarié dans leur structure française, ou un ou deux à peine. Ce qu'il va falloir regarder, il va falloir rentrer dans l'analyse de la rémunération, du choix des dividendes, et toujours vérifier qu'on va aller générer des revenus de source française inférieurs aux revenus hors de France. Si ce n'est pas le cas, vous aurez une taxation de 12,8%, voire 15%, alors nettement inférieure au taux français, mais vous aurez une imposition quand même 12,8 ou 15%. Ce qu'on regarde aussi, nous, c'est on va distinguer dans les fonctions du dirigeant d'entreprise les fonctions qu'il a en qualité de mandataire social et les fonctions techniques qu'il remplit. Les fonctions techniques qu'il remplit indépendamment de son poste de mandataire social peuvent éventuellement, et c'est au cas par cas, hein, être facturées par une société dubaïote à une structure ou à plusieurs structures françaises. Nous, on a des clients qui ont fait l'objet de contrôle et l'administration n'avait rien à redire à partir du moment où on a la preuve de prestations techniques qui ont été réalisées, qu'elles sont faites à un prix de marché et qu'elles sont prouvables. À partir du moment où on a un vrai contrat très technique, tout cela fonctionne. Donc, oui, le chef d'entreprise peut s'expatrier, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre. Concernant l'exit tax, alors je rappelle que l'exit tax est un impôt qui est destiné à éviter qu'une personne optimise sa fiscalité dès son départ de France. Ça concerne les participations que vous pouvez détenir dans des structures soumises à l'impôt société. Premier cas, vous avez une participation supérieure à 800 000 euros. Ça veut dire que ça peut être une participation aussi d'une société cotée, hein. Pas obligatoirement une société que vous exploitez. Deuxième cas, vous détenez au moins 50% du capital d'une société. Dans le cas des Émirats arabes unis, je vous ai expliqué qu'on doit déposer un dossier au moins 3 mois avant de partir et donner des garanties. Généralement, on donne des garanties autour d'un nantissement sur des titres de société, de la holding, ce qui n'a pas vraiment d'incidence parce que ça n'empêche pas de remonter des dividendes. Et moi, j'ai jamais vu l'administration mettre en œuvre son nantissement. Et surtout, si vous avez une holding, il faut savoir que ça ne vous empêche pas de vendre des sous-structures. Une holding, par définition, ne vend jamais les titres. Donc, en fonction de la valeur des participations, si la valeur est inférieure à 2 570 000, l'exit tax durera 2 ans. Si c'est supérieur, l'exit tax durera 5 ans. Alors,
C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'est pas dit que dans une prochaine loi de finances, ils ont déjà tenté l'an dernier. Ils essayent pas de faire passer cela à 15 ans. Mais bon, généralement, on arrive plutôt bien à optimiser. Moi, j'ai quasiment pas de clients qui payent l'exit tax. Donc, c'est un mécanisme purement français qui existe partout dans le monde, mais le mécanisme français est quand même totalement incolore, indolore pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ce n'est pas oublié parce que c'est vraiment un élément phare. L'administration aujourd'hui rattrape des personnes. Autre élément, la sécurité sociale française. Alors, je vous en parle parce que quand on est fiscaliste, on est pour autant, faut regarder tous les sujets et tous nos clients nous posent cette question. Si vous êtes retraité, et que vous avez cotisé au moins 15 ans en France, vous aurez la sécurité sociale française pour des prestations médicales en France, donc gratuitement, et vous conserverez votre carte vitale. Si vous êtes non retraité, même si vous conservez une rémunération en France, vous ne pourrez pas avoir de couverture sociale. Donc généralement, on va aller vers une assurance privée. Il y en a à présent plusieurs. La plus connue, c'est la Caisse des Français de l'étranger, qui permet de conserver sa carte vitale et d'être soigné partout. Enfin, pour terminer, je vous parle des obligations fiscales. Il faut bien comprendre que votre fiscalité euh, est liée à quoi? Votre fiscalité est liée à la France. Elle ne va pas s'arrêter immédiatement. Même si vous coupez tous les ponts, même si vous coupez tous les ponts, vous allez avoir des sujets qui vont continuer à exister. On prend le premier cas. Vous faites votre expatriation aux Émirats arabes unis et vous êtes retraité. On sait que les retraites privées ne sont plus imposables en France. Pour autant, c'est pas l'administration qui gère vos retraites. Avec le prélèvement à la source, ce sont les caisses de retraite, donc il va falloir les circulariser. Et elles vont vous demander des certificats de résidence fiscale, elles vont mettre entre 3 et 6 mois à stopper les prélèvements. Or, les prélèvements, elle les a pas conservés. La caisse de retraite les a donnés à l'administration fiscale. Donc il faut, au terme, on va dire, de cette procédure où toutes les caisses de retraite auront stoppé les prélèvements, déposer une réclamation pour demander à l'administration fiscale le remboursement des sommes. Autre élément, au titre de l'année de départ de France, vous allez avoir une double déclaration d'impôt sur le revenu, plus un état de suivi de l'exit tax. Double déclaration, prenons un exemple, vous partez le 1er novembre 2025, vous aurez en mai 2027 une déclaration d'impôt sur le revenu classique entre le 1er janvier et le 1er novembre, donc la même que celle que vous avez l'habitude de faire, mais réduite sur 10 mois. Donc si vous avez des retraites, on va être au prorata temporis, et on va regarder exactement ce qui concerne la période avant le départ de France. La deuxième déclaration, c'est celle qui va acter votre départ de France, c'est une 2042 NR comme non-résident. Et là, vous allez vous allez devoir déclarer vos revenus de source française pendant cette période de 2 mois. Alors, vos revenus de source française, si vous avez conservé du salaire, typiquement, vous le déclarez. Des revenus immobiliers, que ce soit du foncier ou de la location meublée, vous déclarez. Les retraites, ben, vous allez les neutraliser à hauteur de 2/12 qui ne sont pas imposables en France. Et avec cette déclaration, on va faire un état de suivi de l'exit tax. Je vous ai expliqué que l'exit tax devait être déposé 3 mois avant de partir. Donc, si je prends mon exemple du mois de novembre, ça veut dire que vous avez grosso modo déposé au mois de juillet votre déclaration d'exit tax. Mais qu'à l'impôt sur le revenu en mai 2027, vous allez faire une déclaration pour expliquer qu'entre le 1er novembre et le 31 décembre, vous avez cédé ou pas cédé des titres. Alors, si c'est non-ligne, généralement, on ne cède pas. Si ce sont des titres cotés que vous en avez cédés, ben, il va falloir déclarer les sommes et payer spontanément l'impôt. Faut absolument pas
attendre un éventuel avis d'imposition, non, faut le payer spontanément. Alors c'est toujours un peu surprenant, mais c'est aussi comme ça que nous récupérons des dossiers parce qu'on voit qu'il y a certains confrères qui connaissent pas tous ces mécanismes-là et donc on récupère des clients qui se prennent des pénalités à cause de ça. Donc on a vraiment un mécanisme de double déclaration à suivre de manière quand même très détaillée. Et dernier élément, il faut pas oublier le risque fiscal, le risque de contrôle fiscal. Nous, sur la fin 2024, on a dû récupérer 5 dossiers contentieux sur les Émirats. Alors, tout simplement parce que les personnes n'avaient pas tenu compte de ce qui leur avait été écrit, souvent par leurs conseils. Nous, c'est des clients qu'on n'assistait pas auparavant, ou parce que l'administration fiscale, essaye de passer en force. Mais il y a un vrai sujet sur le risque de remise en cause par la France. Et je vous rappelle, ce sera pour terminer, que à l'impôt, que dans le cadre de la loi de finances pour 2025, il y a une disposition qui prévoit que si la résidence fiscale étrangère est frauduleuse, la prescription passe à 10 ans. Donc nous, on s'attache à conserver, à faire conserver à tous nos clients les preuves de l'expatriation, du travail réalisé, de la substance des sociétés étrangères qui créent pour qu'il n'y ait jamais de soucis. Donc, il faut faire très attention à cet aspect-là. Ne vous dites pas que c'est pas contrôlé. D'ailleurs, les premières à avoir été contrôlées sont les influenceuses parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles se sont dit super, on va à Dubaï, on garde nos sociétés françaises, on distribue du dividende à zéro. Sauf elles n'avaient de revenus que des revenus de source française. Et donc l'administration est revenue et les a redressés, et fortement redressés sur plusieurs années.